Très bien. Magnifique. Parfait. Donc l'enregistrement est lancé et on va pouvoir commencer. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire qui est consacré au sujet du financement de l'agriculture bas carbone. Merci de nous rejoindre aujourd'hui, que ce soit en direct et aussi pour les autres futurs qui vont nous regarder en replay. Je suis Antoine, animateur de ce webinaire et par ailleurs je suis responsable des partenariats chez FEV. Et j'ai le plaisir d'être entouré de trois invités de qualité qui sont Armance Potel, agricultrice engagée dans un programme bas carbone, Grégoire Alston, qui est cofondateur de Resoil, et Étienne Duclos, qui est cofondateur de Sisfarm. Je vais leur passer la parole tout à l'heure. Avant, je vais poser un petit peu le cadre et faire une petite introduction sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Donc, tout d'abord, pour celles et ceux qui découvrent FEV, un petit rappel. En gros, FEV, nous facilitons l'installation de la nouvelle génération d'agriculteurs grâce à l'épargne citoyenne. Et concrètement, nous mobilisons des investissements citoyens pour acquérir du foncier agricole que nous mettons à disposition de porteurs de projets en agroécologie. Donc, si vous avez un projet d'installation, n'hésitez pas à nous contacter. Et pour celles et ceux qui souhaitent contribuer, vous pouvez investir dans la foncière dès 500 euros. Alors, pourquoi on est autour de cette table aujourd'hui? Tout simplement parce qu'on a monté avec FEV un partenariat avec Resoil et Sisfarm, dont les personnes qui se présenteront tout à l'heure, qui vise à déployer en gros des programmes bas carbone certifiés par le label bas carbone, en collaboration avec les agriculteurs avec qui nous travaillons, que nous accompagnons justement. On souhaitait faire ce webinaire notamment parce que le sujet de la contribution carbone est souvent source de questions, parfois de confusion, notamment avec les quotas, et que ce webinaire il a donc pour objectif de vous offrir une vision assez claire et concrète sur le sujet. Donc voilà, après cette petite introduction, je vais donc laisser la parole aux invités. Je vais demander à Armance de se présenter, elle et son exploitation, puis on laissera ensuite la parole à Grégoire et Étienne qui feront de même. Je vous laisse. Bonjour à tous, je suis Armance Potel, j'ai 31 ans et j'ai un parcours un peu particulier parce qu'en fait j'ai commencé par un master en communication marketing pour faire en parallèle un bac pro conduite et gestion d'exploitation agricole pour reprendre en fait l'exploitation familiale en 2021. Donc je suis installée sur 220 hectares de grandes cultures, uniquement du végétal, à Près-Lambry en Seine-et-Marne, à 35 km au sud de Paris. Et donc, je fais en majorité des céréales, du blé, de l'orge, des betteraves, du colza et du lin textile. Je vends toutes mes récoltes en coopérative et je travaille en fait avec un voisin qui fait tout l'opérationnel. Mais voilà, ce contrat se termine à la fin de l'année, donc je récupérerai la main et je travaillerai avec un salarié. C'est beaucoup, Armance. Grégoire, hein, vas-y. Ouais, merci Antoine. Bonjour à tous. Du coup, moi c'est Grégoire. Je suis un des cofondateurs de Resoil qu'on a monté en 2022 avec mes deux associés Luc et Johan. Et chez Resoil, on accompagne du coup les agriculteurs et agricultrices dans la mesure et le financement de leur transition bas carbone. Donc on est une équipe de 10 personnes, dont 5 ingénieurs agronomes, qui eux ont le rôle d'accompagner du coup les agriculteurs dans le choix des leviers bas carbone dont on va parler aujourd'hui, qu'ils pourraient mettre en place sur leur ferme, et on va mesurer l'impact de la mise en place de ces leviers, c'est-à-dire sur le carbone qui va être séquestré dans les sols ou qui va être réduit sur l'exploitation, mais aussi de tous les co-bénéfices environnementaux sur l'eau, sur l'air dont on parlera également, grâce à la mise en place de ces pratiques agroécologiques. Et comme tout le sujet de la mise en place de ces pratiques, c'est notamment un gros sujet de financement, parce que c'est un coût élevé pour l'agriculteur, on les accompagne à travers différents mécanismes de financement, dont le thème du jour, donc, qui est la contribution carbone via le label bas carbone, qui est un mécanisme très important de financement de la transition agricole. Et du coup, je vais reprendre la main et, et je vais redire à peu près les mêmes choses que Grégoire, vu que nos deux structures se ressemblent assez similairement, mais c'est pas grave. Donc moi, je suis Étienne Duclos, je suis cofondateur de Sisfarm. Donc on travaille justement sur la transition climatique du monde agricole, comme Grégoire l'a dit. Et donc notre objectif aussi, c'est de faire des bilans carbone, du coup, chez les agriculteurs. Et on s'appuie aussi, nous, avec un réseau d'une cinquantaine de coopératives et de négoces agricoles pour justement mesurer les bilans carbone chez les agriculteurs et les réductions d'émissions qu'on observe par la mise en place de nouvelles pratiques agroécologiques chez les agriculteurs. On les mesure sous forme de crédit carbone et on essaie de trouver aussi une entreprise
qui justement peut faire de la contribution carbone et donc assurer un revenu complémentaire pour l'agriculteur qui, lui, s'engage dans une transition bas carbone. Ben, merci beaucoup. Alors, on va passer à la suite, justement, dans le vif du sujet et les questions. Justement, en parlant de ça, si vous avez, vous, des questions, n'hésitez pas à le mettre en discussion directement. Comme ça, je puisse les poser au cours de ce webinaire. Donc, pour poser les bases, on va commencer par des informations. Le rapport du Haut Conseil pour le climat souligne du coup l'urgence d'accélérer la transition écologique, notamment dans le secteur agricole, qui, à titre de repère, est le deuxième plus grand émetteur de gaz à effet de serre en France. C'est à peu près 19% des émissions françaises, ça a été évalué, c'est un chiffre de 2019. Mais on rappelle aussi que c'est un levier assez majeur, paradoxalement, dans la lutte contre ce dérèglement climatique via la capacité de stockage du carbone dans les sols, via la matière organique, et notamment un mécanisme que vous connaissez tous, qui est la photosynthèse. Donc, avant de rentrer dans le détail, je vais tout d'abord me tourner vers, non, pour réexpliquer justement le détail, je vais me tourner vers Étienne. Est-ce que, Étienne, tu peux nous expliquer ce que sont les crédits carbone et le label bas carbone? Ouais, alors déjà le crédit carbone, c'est donc en fait c'est assez simple, c'est une tonne de CO2 qu'on va mesurer, qu'on va essayer d'éviter, de stocker ou de réduire. Et donc nous, dans le cadre du label bas carbone, qui est le label de l'État français, donc qui est directement géré par un institut public et indépendante, une autorité, le label bas carbone va être un peu le sanctuaire à méthodologie qui vont être reconnus pour faire des crédits carbone. Et donc globalement, quand on prend une ferme comme Armance, où on va observer entre ces 3 dernières années de pratique et les 5 futures années 200 crédits carbone, c'est-à-dire qu'on estime que Armand, sur sa ferme, va réduire de 200 tonnes de CO2 le bilan carbone de son exploitation. Donc le mot crédit carbone, il est là juste pour donner un peu plus scientifique à une tonne de CO2 qu'on n'émet plus, qu'on arrive à stocker dans les sols agricoles. Donc voilà, pour être assez simple et direct, ce qu'est un crédit carbone. Et sur le label bas carbone, donc le label directement géré par la Direction générale de l'énergie et du climat, c'est un label, on va retrouver aussi des méthodologies sur la forêt, sur l'agroforesterie, sur la haie, sur l'élevage, sur la grande culture. Et donc, en fait, ça donne aussi un cadre rassurant à tous les acteurs d'un projet bas carbone, parce qu'on va avoir la traçabilité des projets, on va avoir une vérification de l'état de chacun de nos projets, que ce soit ceux de Risol ou ceux de Sisfarm. Et du coup, aussi, pour Armand, ça lui donne une visibilité de son projet qu'elle peut communiquer auprès de ses partenaires. Tu pourrais nous dire qui c'est qui est derrière justement le label bas carbone? Alors, bah, du coup, c'est la DGEC Ouais. et qui est aussi contrôlée directement par le ministère de la Transition écologique. Chaque méthodologie est souvent apportée par un organisme technique, un institut, par exemple, Arvalis, qui a fait la méthode label bas carbone grande culture. Et donc, c'est des méthodes qui ont en fait aussi une vue assez pragmatique sur le monde agricole. Donc, le but du jeu, c'est pas que les agriculteurs perdent de vue leur premier métier, qui est de nourrir l'humanité, mais c'est surtout en fait les rendre plus efficients vis-à-vis des changements climatiques, les adapter aussi aux changements climatiques, les rendre plus indépendants pardon, des énergies fossiles. Et derrière, en fait, ces méthodologies sont challengées par des ONG avant d'être validées par du coup le ministère de la Transition écologique directement. Merci beaucoup. Je vais me tourner maintenant vers Grégoire. On utilise, enfin même dans le titre de ce webinaire, le terme bas carbone. C'est même dans le label. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on entend justement par ce terme agriculture bas carbone? Ouais, alors c'est pas une vision unique ou manichéenne de l'agriculture, hein, que ce soit chez Rissol ou chez Sisfarm, on n'impose pas une vision des choses et il faut surtout pas opposer les systèmes entre eux, mais c'est important de préciser quand même que ça regroupe un ensemble de pratiques agricoles en fait, qui reposent sur plusieurs piliers. Et ces piliers, c'est par exemple la diversification des cultures. En France, on fait beaucoup de blé, d'orge, de colza. L'idée serait de produire plutôt 4, 5, 6, voire même 7 ou 8 cultures différentes sur la ferme, en introduisant notamment ce qu'on appelle des légumineuses dans les rotations de culture, comme des pois ou peut-être des lentilles, ça va plus vous parler, qui sont des cultures qui n'ont pas besoin d'apport d'engrais azotés supplémentaires, parce que c'est des cultures qui fixent l'azote qui est déjà présent à l'état naturel dans l'atmosphère. Il faut savoir que l'atmosphère, c'est quasiment 80% d'azote dans le sol par un phénomène de symbiose avec une bactérie. Et en fait, ces légumineuses, du coup, laissent de l'azote dans le sol, même plus d'azote que ce qu'elles ont besoin elles-mêmes pour pousser. Et donc, ça laisse de l'azote pour les cultures suivantes.
pour le blé ou autre qui va être implanté derrière, ce qui permet de réduire les besoins en engrais qu'on va apporter sur le blé. Or, la problématique des engrais, c'est que pour une ferme en grande culture, 80% des émissions de la ferme, c'est lié à la fertilisation, c'est lié aux engrais. Donc le fait de réduire l'usage des engrais permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de la ferme, à cause notamment de l'énergie utilisée pour produire ces engrais, mais surtout du protoxyde d'azote, qui est un gaz à effet de serre quasiment 300 fois plus puissant que le CO2 en termes de potentiel de réchauffement global, qui est émis par ces engrais une fois qu'ils sont répandus au champ. Dans les autres leviers, on retrouve la couverture des sols. Je vais vous redonner un exemple sans rentrer dans trop de détails, mais la couverture de sol, c'est si vous prenez une parcelle agricole sur laquelle l'agriculteur produit du blé puis de la betterave, par exemple. Le blé, la moisson, c'est l'été, c'est en juillet, on récolte le blé, et la betterave, c'est une culture de printemps. Ça sème grosso modo en mars. Et du coup, je simplifie un tout petit peu l'image, hein, mais entre août et février, modulo quelques obligations réglementaires, bah, la parcelle, elle va rester à nu en interculture. Et donc, ce qu'on va travailler, c'est un mélange d'espèces qu'on va mettre en place sur la parcelle pour qu'il y ait de la photosynthèse, donc capter du carbone, parce que s'il n'y a pas de vivant, s'il n'y a rien qui pousse, il n'y a pas de photosynthèse, mais également pour réduire l'érosion des sols et pour favoriser la biodiversité grâce à ce qu'on va mettre en place sur cette parcelle. Il y a d'autres leviers, il y a donc la réduction des intrants, il y a le fait de favoriser des engrais organiques, comme du compost ou comme du fumier, comme du digesta plutôt que plutôt que des engrais de synthèse. Il y a la réduction du travail du sol, qui permet de consommer moins de carburant. Donc c'est vraiment un ensemble de pratiques, c'est pas comme le bio par exemple qui a un cahier des charges très précis, c'est un ensemble de pratiques qu'on va mettre en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et séquestrer du carbone. Et la problématique, peut-être pour conclure là-dessus, c'est que toutes ces pratiques, comme on dit en introduction, elles ont un coût. Si je reprends l'exemple de l'interculture entre le blé et la betterave, bah, mettre en place ce qu'on appelle donc des couverts végétaux, bah, ça coûte pour l'agriculteur le coût des semences supplémentaires, le coût d'implantation, mais c'est à pure perte économique, parce que c'est des cultures qui vont pas être récoltées, donc valorisées et vendues par l'agriculteur. C'est des cultures qui vont soit être détruites par le gel, soit qui va broyer, donc qui va détruire pour restituer la partie aérienne de la plante dans le sol. Donc il faut l'aider à financer la mise en place de ces pratiques. Pareil, si on produit des légumineuses, des lentilles, c'est génial, hein, c'est bien beau, mais les légumineuses, malheureusement, c'est un peu moins rentable que de faire du blé. Donc, si on réduit les surfaces de blé pour faire plus de surfaces de légumineuses, c'est également moins intéressant financièrement pour l'agriculteur. Si on arrête le labour, par exemple, dans le travail du sol, c'est également un nouvel investissement pour un nouvel équipement agricole. Je pense que Armand pourra en parler tout à l'heure. Donc, il faut accompagner l'agriculteur dans dans la prise en charge pardon, de cette transition parce que les impacts positifs sont positifs pour tout le monde sur le climat et sur la biodiversité. Merci beaucoup. Et du coup, la transition est toute faite. Étienne, comment tu évalues justement le retour sur investissement des crédits carbone pour les agriculteurs, à court et long terme, et notamment vis-à-vis des pratiques qui sont mises en place? L'aspect financier, en gros, entourant les crédits carbone. Ouais. Alors en fait, vraiment un exercice qu'on a du mal à faire parce qu'on a du mal aussi, côté agriculteur, à nous le faire parvenir, ce retour sur investissement. D'un point de vue économique, il est sûr que le crédit carbone ne couvre pas tous les frais de la transition que va engager un agriculteur. Deux, trois exemples. Un couvert végétal qui va ramener d'un point de vue carbone peut-être 40 euros hectare va coûter 90 euros hectare à l'agriculteur. Un semoir pour faire du semi-direct et pour arrêter le labour. Je pense que, Armand, si tu m'arrêtes si j'ai une bêtise, mais on va être entre 50 000 à 100 000 euros le semoir. Donc voilà, c'est des coûts qui sont assez énormes pour l'agriculteur. Mais en fait, ça veut aussi dire que les agriculteurs, et tant mieux, ils n'ont pas attendu le marché du carbone pour enclencher parfois des transitions. Juste le marché du carbone permet de mettre les curseurs un peu plus haut, d'appuyer sur l'accélérateur et d'avoir aussi une reconnaissance. Donc, quand on parle de retour sur investissement, alors il y a la version économique, vu qu'on va quand même envoyer de l'argent à l'agriculteur pour ce qu'il peut capter comme CO2, comme un service environnemental qu'il va rendre. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est en fait, étant du secteur agricole, c'est d'avoir aussi une reconnaissance par des entreprises privées, pas forcément du secteur agricole ou dans le secteur agricole, qui vont en fait rémunérer l'agriculteur pour le service environnemental qu'ils rendent à tout l'écosystème, hein, parce qu'on est tous un peu dans le même bateau sur la planète. Et donc cette reconnaissance-là, et surtout dans le contexte actuel, on a à nouveau des manifestations d'agriculteurs qui ne comprennent pas trop les politiques, etc., dans quel sens on va. C'est des choses qui ont vraiment du sens pour les agriculteurs avec qui on travaille. Et parfois, la valeur économique, elle est
heureusement qu'elle est là, mais aussi créer du lien. Nous, tous nos agriculteurs sont super contents d'accueillir des entreprises sur le terrain et pouvoir leur expliquer leur métier, pouvoir échanger avec eux sur des sujets parfois un peu tendus, mais ça fait du bien aussi de reconnecter parfois des gens un peu du monde urbain avec des gens plutôt de la ruralité et d'avoir des vraies explications. Donc il y a ce retour sur investissement-là aussi qui est intéressant d'un point de vue sociétal. Il y a aussi une difficulté dans l'évaluation, c'est que les engrais, comme le disait Grégoire, sont très corrélés notamment au cours du gaz. Vous n'êtes pas sans savoir que le gaz, il a explosé et sur des exploitations, parfois le prix d'une matière première a fait x4. Quand notamment des couverts végétaux peuvent permettre de réduire les engrais justement de synthèse, donc ces engrais qui sont liés au gaz, parce que le couvert végétal va amener une fertilisation naturelle. En fait, d'une année à l'autre, on peut avoir un gain 4 fois plus fort par la mise en place de la pratique, mais qui va avoir une grande variabilité en fait. Et donc c'est pour ça que c'est dur d'estimer le retour sur investissement pour les agriculteurs. Et enfin, il y a quand même aussi un retour sur investissement aussi sur d'autres enjeux que la partie carbone. Notamment, moi, je pense beaucoup à la biodiversité ou à la qualité des sols. Tous les leviers qu'on met en place, que ce soit chez Risol ou chez Sisfarm, enfin, dans le cadre du label bas carbone, ils permettent en fait d'améliorer des indicateurs de biodiversité, notamment sur la diversité des cultures, sur la lutte contre l'érosion des sols, sur la captation du surplus de nitrates qui vont aller vers les nappes phréatiques et donc sur la qualité de l'eau, sur la qualité de l'air en mettant moins d'ammoniac. Et donc tout ça aussi, ça permet en fait de bien repositionner l'exploitation et de bien aussi la mesurer et pouvoir la suivre sur des enjeux en fait de démarche de transition climatique. Donc voilà, ça c'est pour la partie un peu au-delà de la partie juste monétaire. Mais sur la partie monétaire, du coup, c'est que c'est pas un marché de prospection. Chez Sisfarm, on ne peut pas aller voir un agriculteur en lui disant bonjour, on vous explique tout de A à Z et vous allez gagner 40 euros hectare. On va pas avoir les personnes qui vont être OK en face parce que pour eux, ils vont ne trouver pas assez rentable. Donc, c'est d'abord des agriculteurs qui sont motivés par faire une transition et qui vont s'intéresser après au sujet du carbone. Merci beaucoup, Étienne. J'ai une petite question de Guillaume qui demande, on a parlé de crédit carbone et de contribution carbone. Entre parenthèses, les contributions ne permettent pas de compenser. Le label bas carbone sert-il à l'émission de crédit ou de contribution carbone? Voilà sa question. Alors, le label bas carbone émet des crédits carbone, donc il peut aussi rentrer dans un cadre de compensation carbone, Mais aussi de contribution. mais aussi de contribution. Ça, c'est un peu en fait la contribution carbone, on va l'avoir plutôt sur les entreprises de l'agroalimentaire aujourd'hui, sauf si Grégoire, tu as un autre avis là-dessus, mais sur les entreprises de l'agroalimentaire et la compensation carbone, on va plutôt l'avoir pour les entreprises qui sont hors milieu agricole et qui cherchent vraiment des projets de mesure d'un point de vue carbone. Est-ce que Grégoire, tu veux compléter? On est bon? Peut-être pour compléter, et finalement, la contribution ou la compensation, il y a aussi un sujet sémantique derrière tout ça. La compensation, ça peut laisser entendre, c'est un terme qu'on utilise de moins en moins de façon générale aussi parce que ça laisse entendre que ça permet d'annuler les émissions d'une entreprise. Alors que pas du tout. L'entreprise continue à émettre autant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'un point de vue comptabilité carbone, c'est important de souligner que acheter des crédits carbone, ça ne réduit pas un bilan carbone. C'est pas les mêmes comptabilités. Et donc, on a de plus en plus tendance à utiliser le mot contribution parce que l'idée, c'est de contribuer à la neutralité carbone. Et en fait, Étienne l'a rappelé tout à l'heure, le label bas carbone, il a été créé par le ministère de la Transition écologique. Il a été créé pour servir les objectifs de la France, dans le cadre de l'accord de Paris, d'atteindre la neutralité carbone collective, en tout cas au moins à l'échelle du territoire, il y a la même chose au niveau de l'Europe, en 2050. Concrètement, à l'échelle du territoire, on doit diviser par 6 les émissions de gaz à effet de serre de la France par rapport aux années 90, et on doit multiplier par 2 nos puits de carbone. Un peu plus que par 2 maintenant, vu l'état de dégradation de nos puits de carbone. Et du coup, cet outil, il sert à ça, parce que à l'échelle d'une entreprise, l'ADEME recommande finalement la même chose. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la stratégie Net Zero Initiative qui est développée par Carbone 4 et qui est poussée par l'ADEME. Pour une entreprise, il y a 3 piliers d'action sur le climat. Le premier pilier, c'est de mesurer son empreinte carbone, via un bilan carbone notamment, et d'agir sur ses propres émissions pour les réduire, pour faire écho au niveau macro de diviser par 6 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Le pilier B, c'est d'éviter des émissions chez les autres. Et le pilier C, qui est le troisième pilier de cette Net Zero Initiative, c'est de séquestrer du carbone. Et donc, les crédits carbone, ils peuvent agir à la fois sur le pilier B et sur le pilier C. Ça permet de financer des réductions évitées ou réduites sur une exploitation agricole, par exemple,
ou de séquestrer du carbone dans les sols grâce à la mise en place notamment de ces couverts végétaux. Et donc, c'est dans ce cadre-là que l'entreprise va avoir recours à des crédits carbone. C'est pour rentrer dans sa stratégie climat sur le pilier B et sur le pilier C, mais pas sur le pilier A. C'est vraiment pas les mêmes objectifs. Donc c'est des actions à mener en parallèle, la réduction d'émissions et la contribution carbone, finalement la contribution à la neutralité carbone. Et derrière, l'entreprise, va choisir les projets, de contribution carbone en fonction de ses enjeux. Je ne sais pas si Antoine, tu veux que j'aborde le sujet maintenant? Bah, c'est directement la question, donc la question suivante. Donc justement, tu peux continuer de préciser sur quel type de politique d'entreprise ça s'inscrit et comment on peut procéder pour acheter des crédits, etc. Donc je te laisse la parole là-dessus. OK. Du coup, comme je disais, pour la politique, c'est dans le cadre de la stratégie, climat et notamment le pilier B et le pilier C et concrètement, en termes de choix de projet, ce qui est important pour une entreprise, finalement, c'est d'être acteur de son territoire d'activité. Donc pour une entreprise qui est active en France, ça a pas beaucoup de sens, alors sauf si elle a des activités également dans ces pays-là, mais d'aller, planter un arbre, je caricature aussi un petit peu volontairement, mais d'aller planter un arbre à Madagascar ou au Brésil, alors qu'elle a aucune activité sur le territoire. Si elle a des activités là-bas, c'est autre chose. Mais si c'est pas le cas, ça a pas beaucoup de sens. Et donc l'idée du label bas carbone, c'est d'avoir un ancrage territorial, en France notamment, mais même encore plus, de choisir un projet dans sa région, voire dans son département, à quelques kilomètres de chez soi. Étienne mentionnait tout à l'heure les visites de ferme qu'on organise chez Sisfarm ou chez Rissoil. C'est effectivement hyper intéressant quand on a un projet qui est à 10 kilomètres de ses bureaux, un projet d'un agriculteur ou d'une agricultrice, d'aller voir, d'être un acteur de son territoire, de créer du lien localement et d'aller comprendre ce qui est mis en place et surtout de voir ce qu'il y a derrière le financement. Ça évite aussi l'opacité qu'on peut avoir derrière certains projets internationaux et certains scandales qui ont eu lieu qu'on surgit dans la presse ces dernières années sur certains projets qui n'avaient pas beaucoup d'impact sur des projets internationaux. C'est l'intérêt du label bas carbone de garantir l'impact, Étienne l'a expliqué, sur la façon dont le label a été créé, les méthodes de calcul et le registre qui est tenu par les directions régionales de l'environnement sur chaque projet. Mais c'est aussi le côté local qui permet de donner cette transparence en allant voir ce qui se passe. Donc l'entreprise va choisir ses projets en fonction de son territoire d'activité, mais aussi en fonction des co-bénéfices des projets qu'Étienne a mentionné tout à l'heure. C'est-à-dire que si dans votre activité d'entreprise, vous consommez beaucoup d'eau, vous avez beaucoup d'enjeux liés à l'eau, vous allez choisir des projets qui ont plus d'impact sur la réduction de la consommation d'eau ou de la pollution de l'eau. Si vous êtes une entreprise, je ne sais pas, de la construction, vous allez potentiellement soutenir des producteurs de chanvre pour lier à des matériaux durables. Si vous êtes une entreprise liée au secteur de la cosmétique, on va vous proposer plutôt des projets liés à des producteurs de betteraves sucrières pour la production de l'éthanol. Donc le but, c'est de trouver aussi une cohérence avec sa chaîne de valeur et avec son activité dans le choix de ses projets. Et pour finir sur le coût, par rapport à la question que tu posais, ça va varier énormément dans le cadre des crédits carbone. Alors, les projets internationaux où il y a eu notamment pas mal de scandales, on peut trouver des crédits carbone à 5 euros. La question, c'est ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'on peut vraiment garantir qu'il y avait une tonne de CO2 qui a été séquestrée ou réduite? Est-ce qu'on peut garantir qu'il y a un registre unique et que le même arbre qui vous a été proposé n'a pas été vendu à une autre entreprise? Donc il n'y a pas de double compte. C'est donc l'intérêt du label qui a été créé pour ça. Et en France, les projets label bas carbone, le coût moyen, il est autour de entre 35 et 40 euros la tonne, les crédits carbone. Les projets forestiers étant plutôt autour de 30 euros et les projets agricoles plutôt autour de 45 euros. Il y a toujours une grande variabilité, hein, mais c'est pour vous donner quelques grands ordres de grandeur. Toujours, je parle prix au crédit, donc à la tonne de CO2. Tout dépend en fait du coût de mise en place du projet, notamment pour l'agriculteur ou l'agricultrice. Plus c'est cher, plus le crédit carbone va être cher. Et ce qu'il faut aussi regarder, c'est le nombre d'intermédiaires sur ces marchés-là. Plus il y a d'intermédiaires dans l'achat du crédit carbone, si vous parlez à une marketplace qui n'est pas le développeur de projet, elle va rajouter une commission. Donc plus il y a d'intermédiaires à rémunérer, plus le prix est élevé, sans que malheureusement ça finance plus le projet et donc qu'il y ait plus d'impact. Donc c'est important, si vous regardez les crédits carbone, de demander de la transparence sur la ventilation du financement. C'est pour ça effectivement, on a beaucoup de similitudes chez Sisfarm et chez Risol, qu'on travaille en direct avec les agriculteurs et avec les entreprises pour éliminer toutes ces commissions d'intermédiaires qui pourraient gonfler artificiellement le prix du crédit carbone sans avoir plus d'impact sur le financement. Donc voilà, pour acheter des crédits carbone label bas carbone, le mieux c'est de travailler directement avec un développeur de projet, avec un mandataire du label bas carbone pour avoir plus d'impact. Et mieux rémunérer l'agriculteur du coup pour sa transition. Très bien, merci beaucoup Grégoire. Étienne, est-ce que tu peux nous expliquer comment les crédits carbone, justement, ils sont vérifiés? On parlait notamment d'aléas avec des arbres à l'autre bout du monde, etc. Comment ils sont vérifiés et validés pour garantir leur authenticité? Ouais. Euh, Comment on peut gérer aussi, je pose toutes les questions d'un coup, les aléas pour les années moins bonnes et quel processus assure la rigueur et la transparence dans l'attribution des crédits aux entreprises?
Alors, sur comment les crédits carbone sont vérifiés pour garantir leur authenticité. Donc, comme j'ai dit, nous, dès le début, le projet, il apparaît sur le site du label Bas Carbone. Donc là, toutes les personnes sur la visio peuvent taper label Bas Carbone. Et, et je pense que le premier lien, ils vont trouver en fait tous les projets et aussi les méthodologies qu'on utilise. Donc ça aussi, c'est quand même assez transparent hein, pour savoir quelle formule on met dans nos outils. Si on veut aussi voir quels sont les projets qui sont certifiés, labellisés, quelles sont la date de fin, date de début du projet, combien de tonnes de CO2 permet d'éviter le projet, etc. Tout est en ligne directement sur le site du label bas carbone. Alors après, Chrysol et Sysfarm, on a fait aussi notre propre outil de notre côté sur notre site internet. Où on peut aller voir nos projets et du coup, c'est un peu une redite, mais avec un autre branding. Et après, sur la partie suivi, donc nous, on fait un bilan initial qu'on appelle d'une exploitation agricole avant que la ferme ne lance le projet pour mesurer quelle était la base de la ferme, donc quelle était la moyenne triennale du bilan carbone d'une exploitation, donc comme celle d'Armance. Et on est obligé de projeter pour l'agriculteur les 5 prochaines années sur lesquelles on s'est dit, tiens, si on mettait plus de couverts végétaux, si on mettait telle culture ici, quel serait le nouveau bilan carbone de la ferme. Donc, c'est ce qu'on a fait comme travail notamment avec Armance. Et ça, c'est bien, c'est ce qu'on projette dans le futur. Par contre, on travaille avec du vivant, des contextes pédoclimatiques très différents d'une région à l'autre. Et donc, chaque année du projet, nous, on revient. Et donc, on a aussi la possibilité en agriculture, on est sur des cycles annuels, hein, donc des plantes qui vont pousser en l'espace de 9 mois pour les plus longues. Et donc, annuellement, on peut venir faire un bilan carbone de l'année de suivi 1, 2, 3, 4, 5 pour les 5 années de projet, sur lequel, justement, on va mesurer au réel tout à fait l'exploitation agricole. Et je crois clairement c'est un bon exemple parce qu'on a une année qui a décroché en première année. C'est pas très grave. Le tout, c'est de le mesurer et de ne pas vendre des crédits carbone qui ne sont pas réellement générés par l'agriculteur. Là, on tomberait dans des cas de greenwashing terribles. Et donc, nous, c'est pour ça qu'on vient tous les ans sur la ferme faire ce bilan de suivi, d'actualisation, en reprenant toutes les données de la ferme, en aussi prenant des photos, notamment des biomasses découvertes, etc. Et on vient justement analyser le vrai bilan carbone qui a été généré sur la ferme. Et donc, les aléas, si on saurait comment on les gérer, euh, on aurait la formule magique en agriculture. On ne peut pas les gérer. Le tout, c'est juste de les suivre, les mesurer et après de guider. On a la chance aussi sur la méthode grande culture. C'est pas une méthode mono-levier. Le levier, c'est pas juste de faire des couverts végétaux, point barre. On peut aussi jouer sur la biomasse, sur la surface. On peut jouer en introduisant des nouvelles cultures. Donc là, on voit qu'on a un projet qui décroche. On peut aller mobiliser sur les autres années plus de leviers pour rattraper le retard de la première année. Donc c'est comme ça un peu qu'on monitor nos projets chez Sysfarm. Je ne vous cache pas que l'année dernière et cette année, on a eu des années assez pluvieuses, même trop pluvieuses, honnêtement, mais ce qui est assez bon, notamment pour le développement des couverts végétaux. Donc nous, on a une surperformance de 43% de nos projets qu'on a mesurés sur les projets qu'on avait lancés en 2022-2023. Et du coup, au bout des 5 ans, on a aussi un audit externe à nouveau fait par un auditeur externe sur nos projets qui vient justement vérifier que les crédits sont bien générés et on a la reconnaissance une nouvelle fois par le label bas carbone. Le label bas carbone aussi, si vous vous baladez dessus, vous pouvez voir qu'il y a des financeurs qui sont enregistrés parce que le financeur d'un projet ou l'entreprise qui contribue est invité aussi à s'enregistrer, et c'est pas obligatoire, hein, mais sur le site du label bas carbone pour bien montrer que les crédits qu'elle achète ou les projets qu'elle finance lui appartiennent parce que c'est elle qui soutient financièrement le projet. C'est clair, hein. Merci beaucoup. Ah, il y a une petite question de Julien dans le chat. Les crédits sont-ils applicables et appliqués sur tout type de culture? Quelles sont les cultures principales sur votre activité? Par exemple, catégorie. Ouais, alors nous, on est plutôt, alors chez Sissom, on est spécialisé grande culture et élevage, élevage bovin allaitant et élevage bovin laitier. On est plutôt sur la partie grande culture, donc le plein champ, donc c'est-à-dire qu'on va avoir 84 cultures, je passe la céréale, culture industrielle, culture de textile, chanvre. On va aussi avoir des légumes de plein champ, je pense notamment aux pois de conserve, haricots, épinards. On a aujourd'hui des trous dans la raquette sur le label bas carbone, notamment sur les petites exploitations type maraîchage. On va être sur des surfaces agricoles utiles un peu plus petites. Et par exemple, tout ce qui est fraisier, aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Alors, on va attendre une V2 qui devrait sortir prochainement et intégrer plus de cultures. Et le dernier gros trou dans la raquette qu'on a sur le label bas carbone au niveau des méthodologies, c'est la partie vigne. Donc là aussi, on attend une méthodologie, mais ça a l'air assez compliqué sur la partie vigne parce que beaucoup des émissions sont plutôt à la vinification plutôt qu'à la parcelle, enfin, au champ. Voilà.
Autre question de Claire. Travaillez-vous avec des agriculteurs en conventionnel, mais qui ne labourent pas et qui cultivent déjà des couverts végétaux? Oui, Oui, commence. tous les deux, je pense. Voilà. Vous n'êtes pas arrêté à une typologie d'agriculteur. Enfin, Non, Non, parce qu'en fait, alors moi, la vision qu'on a créée dans l'entreprise, le but du jeu, c'est pas d'emmener que les meilleurs. Enfin, c'est ça le challenge aussi, c'est d'emmener des gens qui sont peut-être à 5 ans de la retraite, ça fait 35 ans qu'ils produisent de telle façon, arriver en leur disant bah, les 5 prochaines, vous allez changer la façon de faire. Bah, c'est comme toute résistance au changement, hein, c'est dur pour un agriculteur. Nous, on dit souvent dans l'agriculture qu'on a 40 essais, parce qu'on a 40 campagnes culturales entre le moment où on arrive sur une ferme et le moment où on prend sa retraite. Et comme les cycles sont annuels, on a 40 essais. Donc, quand déjà sur un projet, on prend 5 ans, c'est assez long d'un point de vue temporalité agricole. Et chez System, le but du jeu, c'est que même si la transition elle paraît un peu fébrile ou que l'agriculteur il y va pas à 100% sur tous les curseurs, le but du jeu, c'est de l'emmener, de l'accompagner parce que voilà, toute transition est bonne à prendre. Alors après, on pourrait travailler qu'avec les bio, et puis de toute façon, les bio, quasiment, ils sont déjà assez bons d'un point de vue sur ces sujets-là, et même des non-bio, hein. Il ne faut pas commencer à comparer, mais il y a des agriculteurs en agriculture de conservation qui ont déjà des très bons résultats. Eux, on essaie de voir si on peut améliorer un peu plus. C'est un peu plus dur de trouver parfois des liens intéressants, mais le but du jeu, c'est vraiment d'emmener, d'accrocher tous les wagons avant que la locomotive parte, quoi, pour avoir une transition assez massive. Très clair, merci beaucoup. Euh, Petite question pour Grégoire. Notamment, on revient sur le volet entreprise. Comment les entreprises elles peuvent notamment communiquer sur l'achat de ces crédits carbone sans tomber dans le piège de la compensation, du greenwashing, et notamment, on a souvent à l'esprit que compenser égale droit à polluer. Quelle position on adopte vis-à-vis de ça? Ouais, alors il y a deux choses dans la question. Déjà, il faut bien différencier ce qu'on appelle les crédits carbone de ce qu'on appelait les quotas carbone. Et vous avez peut-être vu la série Netflix en ce moment, d'Argent et 200 ou Canal, je sais plus, c'est pas pour faire de la pub, mais tout ça pour dire il y a une série sur la fraude à la TVA sur les quotas carbone, qui lui qui était un marché à polluer. Il y a un marché européen d'émissions de gaz à effet de serre avec un quota maximal pour les secteurs les plus polluants, donc les secteurs d'activité les plus polluants en Europe. Ces secteurs-là n'ont pas le droit de dépasser un certain niveau d'émissions de gaz à effet de serre. Et historiquement, s'ils le dépassent, ils devaient acheter des quotas à une autre entreprise qui a fait scandale il y a quelques années, puisqu'il y avait beaucoup trop de quotas d'émissions en circulation. Et donc, une entreprise très polluante, mais qui polluait un peu moins que son quota d'émissions, pouvait gagner de l'argent en revendant les quotas qu'elle n'avait pas utilisés à une autre entreprise qui avait besoin de quotas supplémentaires pour son activité. Donc, il y a eu beaucoup de scandales là-dessus. Donc, ça, c'est un marché obligatoire. Depuis, l'Europe a réduit le nombre de quotas en circulation pour déjà régler certains dysfonctionnements de ce marché-là. Mais ici, on n'est pas du tout sur ce type de marché. C'est-à-dire qu'un crédit carbone, c'est une démarche, alors, surtout volontaire. Il commence à y avoir certaines obligations, notamment pour le secteur aérien, de compenser, donc c'est-à-dire de compter toutes les émissions de CO2 liées au vol sur le territoire français, y compris outre-mer, et de financer des projets de séquestration ou de réduction d'émissions pour compenser une partie de ces émissions. À la différence, encore une fois, des quotas qui ne financent rien du tout, qui ne financent pas du tout un projet permettant de réduire des émissions quelque part ou de séquestrer du carbone. Donc un crédit carbone, le but derrière, c'est de réduire ou de séquestrer du CO2. En termes du coup de communication, la plupart du temps, c'est une démarche volontaire, et donc c'est important de rappeler comment cette démarche s'inscrit au niveau de la stratégie globale de l'entreprise. Ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur comment ça s'inscrit par rapport à la trajectoire de réduction d'émissions de l'entreprise, de ses propres émissions, et comment en parallèle elle contribue à la neutralité carbone. Et dans ce cas-là, il faut indiquer le type de projet soutenu, combien de crédits carbone ont été achetés, préciser sous quel référentiel, en l'occurrence si c'est du label bas carbone, ce qui est plutôt très bien en termes de qualité, c'est important de le soulever, précise dans quelle région le projet a été soutenu, donc le nombre de tonnes, mais également les co-bénéfices qu'Étienne a mentionnés de ce type de projet. Et c'est comme ça qu'on évitera le greenwashing plutôt que de dire mon entreprise est neutre en carbone ou mon entreprise est 100% compensée. Ça, c'est du greenwashing. Et l'ADEME aujourd'hui va aller, a mis en place un référentiel pour empêcher les communications mensongères. Ça devient très compliqué aujourd'hui d'alléguer pour une entreprise je suis neutre en carbone. Il faut être capable de le prouver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas capable de prouver par quel type de projet de compensation carbone, quel type de crédit carbone, combien sont achetés au regard de votre bilan carbone, c'est passible d'une amende si l'entreprise explique qu'elle est neutre en carbone. Donc il y a eu beaucoup d'entreprises, y compris dans le secteur aérien sur certaines compagnies low cost, qui ont été épinglées ces derniers temps
parce que elles laissaient entendre dans leur communication que prendre leur vol pour se rendre à Lisbonne, c'était bon pour le climat, si je simplifie un petit peu. Donc aujourd'hui, ça c'est plus possible. Donc la recommandation, c'est d'être transparent et de surtout pas mélanger votre bilan carbone et les crédits carbone que vous achetez, mais bien d'expliquer ce que vous faites en termes de stratégie sur les deux piliers. Super clair, merci beaucoup. J'ai deux petites questions brèves avant de passer à Armance. Première, est-ce que les entreprises peuvent juste contribuer en rémunérant les agris pour les services rendus sans forcément passer par les mécanismes des crédits carbone? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs façons. D'ailleurs, il n'y a pas que les crédits carbone qui peuvent rémunérer des changements de pratique. Il y a eu des mécanismes de paiement pour services écosystémiques. Il y a quelques entreprises qui utilisent ça. C'est notamment beaucoup géré par les agences de l'eau. Agence de l'eau, ok. La question, c'est les critères que vous voulez voir derrière en tant qu'entreprise ou la garantie d'impact. L'intérêt du crédit carbone, label bas carbone, c'est que le cahier des charges, la méthodologie de calcul est assez claire et donc ça vous garantit un certain impact. Mais c'est pas une obligation. On peut faire du mécénat climatique sans nécessairement acheter des crédits carbone. Mm. Et surtout, ouais, ces crédits carbone, ils sont accompagnés de la méthode, donc il y a un peu de cadre qui est justement C'est tout ça. clair. Là où, en fait, finalement, si on passe pas par là, on a. Voilà. Et du Donc, coup, ouais. il y a beaucoup d'entreprises, Antoine, qui achètent des crédits carbone sans Mm. vouloir avoir une logique comptable. C'est la logique de Ouais. contribution plus que de compensation. C'est de vouloir agir, financer une transition, mais elles ne se servent pas spécialement de ce crédit carbone pour une quelconque communication relative par rapport à leurs propres émissions. Yes. Et juste une petite dernière question, c'était, alors je crois que Étienne avait partiellement répondu tout à l'heure, c'est que se passe-t-il si un projet de crédit carbone stocke moins de carbone sur le bilan des 5 années? Donc en gros, on est en déficit, voilà. Et Ouais, qui c'est qui supporte le risque? Est-ce que ouais, l'agriculteur bah est moins alors, payé? Qui c'est qui supporte le risque? oui, oui, en fait, nous, les bilans de suivi permettent chez Sysfarm, par exemple, de rémunérer l'agriculteur en fonction de son bilan de suivi réel. Donc, en fait, comme ça, on n'a pas de risque d'envoyer de l'argent sur des crédits ou que l'entreprise finance des crédits qui ne sont pas générés. Donc, ça, c'est un peu la vision qu'on a chez Sysfarm et notre fonctionnement. Et au bout des 5 ans, bah, se pose la question de, en effet, une ferme qui devait faire 2000 crédits carbone en fait plus que 1000. L'objectif, c'est que bien que l'entreprise n'en ait payé que 1000, que l'agriculteur n'en ait touché que 1000 et que sur le site du label bas carbone soit bien référencé que 1000 crédits carbone. C'est pour ça d'ailleurs que sur le site du label bas carbone, vous allez voir que ce sont des réductions d'émissions potentielles actuellement et qu'on doit attendre les 5 ans pour avoir la certification définitive. Et bah, de toute façon, après, on peut faire enfin, pas du mass balance, mais on peut soit trouver d'autres agriculteurs au sein du même projet qui ont, eux, surperformé mais tu n'avais pas du coup de financement pour la surperformance et rebasculer les financements de l'entreprise vers ces agriculteurs-là, ou même au sein d'un autre projet. Enfin, il y a plein de mécanismes derrière pour trouver d'autres projets d'agriculteurs. Bien, merci beaucoup. Alors maintenant qu'on a un peu débroussaillé tout le sujet technique dans son ensemble, on va passer la parole à Armance, qui est finalement un peu la première concernée, et qui est un peu dans le réel vis-à-vis de ça. Donc, Armance, comment as-tu entendu parler des crédits carbone pour la première fois et qu'est-ce qui t'a motivé à les adopter dans ta pratique? Je pense que déjà, pendant mon bac pro agricole, on est beaucoup sensibilisé à notre rôle d'émetteur et aussi à tous les leviers qu'on peut mettre en place pour réduire nos émissions. Euh, et ensuite, je pense que quand je me suis installée en 2021, justement, j'ai vu pas mal de publicités passer sur la vente des crédits carbone. J'ai l'impression que ça s'est un peu démocratisé à ce moment-là. Euh, à l'époque, je venais de démarrer, donc j'étais pas forcément très engagée, mais c'est vrai que depuis que je me suis installée, j'ai à cœur de mettre en place des pratiques pour la régénération des sols, la conservation de la biodiversité, etc. Euh, un an après mon installation, en 2022, j'ai implanté 3600 mètres linéaires de haies sur l'exploitation. Alors malheureusement, c'est pas pris en compte dans la méthodologie de calcul, mais donc moi je suis en Île-de-France, la région Île-de-France subventionnait à 95% ces implantations de haies. Et suite à cette implantation de haies, participe maintenant à un programme qui s'appelle le programme Agrifaune, qui est un programme avec 13 grands organismes français, donc comme l'Organisation française de la biodiversité, les chambres d'agriculture, la Fédération de chasse aussi, qui est très investie, pour justement mettre des pratiques qui luttent contre l'érosion de la biodiversité et qui finalement ont aussi un bénéfice carbone
Donc, avec ce programme, j'ai dédié 2 hectares de mon assolement à des cultures permanentes, qui sont des cultures d'intérêt faunistique et floristique, qui me permettent déjà de pouvoir faire nidifier un peu tous les petits gibiers de la plaine, comme les perdrix, les faisans, etc., et pouvoir récupérer les auxiliaires de culture qu'on a pu perdre avec des plantes un peu plus mellifères, donc des papillons, des abeilles, également des coccinelles. Donc ça, c'est une première chose qu'on a mis en place. On a mis également en place des couverts d'interculture, donc qui de toute manière nous sont imposés par la politique agricole commune, comme le disait Grégoire. Entre la moisson et un semis en mars-avril, on doit effectivement ne pas laisser notre sol nu, donc on est dans l'obligation de mettre des couverts. Et donc avec le programme Agrifaune, on implante des couverts avant la moisson via un matériel qui va les épandre en fait sur le blé. Et donc, du coup, ce couvert est implanté plus tôt, va pouvoir se développer un peu plus longuement, avoir une meilleure biomasse. Et on met en place aussi également des essais de mélange de couverts différents, des essais de mélange variétal. J'ai aussi augmenté mes rotations de culture, donc je suis à peu près à 7 cultures sur mon exploitation en intégrant en effet des légumineuses. Comme en parlait Grégoire, j'intègre 10 hectares de légumineuses maintenant, donc je fais des févroles. Donc, c'est plutôt toutes mes pratiques qui m'ont aidé à adopter les crédits carbone et pas les crédits carbone qui m'ont fait adopter des pratiques. Et ce qui m'a vraiment décidé, c'est qu'en fait, il y a 1 an, ma coopérative Val-France a mis en place un partenariat avec Six Farm, où en fait, c'est elle qui a géré un petit peu le bilan de base, la mise en relation, le suivi, etc. Donc ça m'a décidé parce que ça facilite un peu la chose, quoi. Voilà. Ok, merci beaucoup. Justement, on a une petite question à laquelle tu as déjà partiellement répondu. Est-ce que les crédits carbone ils sont largement discutés dans la profession et portés par des organisations comme des organisations syndicales, des coopératives ou autres, ou c'est souvent des démarches personnelles, quoi. C'est ça le cadre de la question. Je pense que ça commence par des démarches personnelles, mais justement, mon programme Agriphone, j'ai eu énormément de questions là-dessus, parce que aussi, ils veulent savoir aussi, enfin, pour eux, c'est important qu'on ait une rentabilité quand même. Ils savent qu'on est dans un contexte difficile et ils voient ce que ça peut apporter en plus, quoi. Il- Oui. Merci beaucoup. Du coup, on va rentrer un peu pour rebondir sur la petite question, enfin le petit laïus d'Étienne tout à l'heure. Quels sont les coûts initiaux pour adopter des pratiques bas carbone sur ta ferme? Comment ces coûts ont-ils été compensés par les bénéfices financiers ou environnementaux? Et est-ce que tu as quelques exemples à nous partager? Ouais, alors je reprends mes petits calculs. Pour tout ce qui est couvert d'interculture, il y a de tout, hein. Ça peut aller de semences à 15 euros de l'hectare jusqu'à plus de 100 euros de l'hectare. Moi, en moyenne, je mets à peu près 75 euros de l'hectare. C'est financé en partie par le programme. Mais évidemment, plus on met un peu d'argent et plus les couverts sont intéressants. Donc, tant au niveau agronomique, puisque agronomiquement, il y a une déstructuration naturelle des sols avec les racines des plantes. On voit aussi, effectivement, on récupère l'azote, le phosphore, la potasse du couvert pour le redonner à la culture suivante. Donc, par exemple, sur un couvert qui est bien développé, on peut faire un gain de 20 unités d'azote. Donc, sachant qu'on en met à peu près 180 sur le blé et que l'azote, enfin, une unité d'azote vaut un peu moins d'1 euro, bah, ça peut faire 25 à 30 euros de l'hectare en moins. Donc, ça peut permettre déjà de faire un couvert un peu plus intéressant. Ensuite, pour tout ce qui sont mes couverts permanents, donc mes 2 hectares, évidemment, c'est 2 hectares que je perds par rapport à une culture que je pourrais revendre. On parle pour un blé d'une marge à peu près à 1 000 euros brut de l'hectare. Donc moi, en fait, ces couverts-là, j'ai pu les engager auprès de la PAC comme des mesures, alors ça s'appelle MAEC, mesures agro-environnementales et climatiques, et la PAC me reverse déjà 600 euros pour ces couverts-là. Donc ça me fait une perte de 400 euros. Les semences, on va dire qu'elles sont à peu près de l'ordre de 90 euros de l'hectare. Je les ressème pas tous les ans forcément. Mais voilà, donc on va dire que j'ai déjà une perte sèche de 400 euros de l'hectare. Et en fait, ce qu'on a pu voir avec Sisfarm au moment de du bilan, c'est que je pourrais potentiellement, avec ces pratiques-là, labelliser à peu près 171 tonnes de crédit carbone à 30-34 euros la tonne,
ça représente par an entre 5 000 et 5 800 euros quand même. Donc, ça me finance largement ma perte de mes 2 hectares et largement mes couverts d'interculture. J'en fais à peu près 50 hectares par an. Donc, voilà, c'est quand même, je retrouve complètement mon investissement, quoi. J'en fais pas des bénéfices, mais je les retrouve complètement. Merci beaucoup. Je crois que du coup, on a répondu à la question de Guillaume. Donc, on va passer à la suite. Est-ce que la vérification des crédits carbone a affecté ta gestion quotidienne de l'exploitation? Non, pas du tout. En tant qu'agriculteur, on doit de toute manière remplir un cahier de plaine où on renseigne toutes les interventions qu'on fait sur nos parcelles. Donc, il me suffit d'envoyer mes données auprès de Sisfarm, puis eux viennent vérifier un petit peu sur place. Mais du coup, ça n'a pas été compliqué du tout. Et en plus de ça, moi, c'est ma coopérative qui s'en charge, donc c'est encore moins compliqué. Et puis après, Sisfarm est très accessible et s'il y a besoin de leur poser des questions, de revoir des points, il n'y a aucun souci pour ça. Donc, voilà, c'est pas compliqué. Très bien. Petite question d'actualité, compte tenu de la saison un peu délicate et la baisse des rendements cette année que beaucoup d'agriculteurs ont connue, déjà comment tu as vécu cette situation et selon toi, dans quelle mesure des pratiques bas carbone peuvent renforcer la résilience des systèmes et justement faire Euh, face à ce genre de défis? ouais, bah, cette année, effectivement, a été assez compliquée. Pour ma part, j'ai eu une baisse de 40% de mes rendements en blé, 35% à peu près sur tout le reste. Donc, c'est sûr que ça va me pousser à revoir des priorités dans mes achats, et même, enfin, cette année et certainement sur plusieurs années encore. Donc, effectivement, ces pratiques qui me tiennent à cœur et qui peuvent ne pas être une priorité, grâce à Sisfarm, je vais pouvoir les continuer et même à en développer davantage. Merci beaucoup. Et comment envisages-tu l'avenir de ta ferme en lien avec ces crédits carbone et quels sont les futurs objectifs en matière de pratiques et ou de projets? Eh ben, j'envisage évidemment d'améliorer mes pratiques. Là, j'ai 2 projets à court terme. Donc, j'ai un projet d'achat de semoir de semi-direct. Effectivement, vous en parliez. Donc, c'est un semoir qui vaut, pour ma part, 70 000 euros, et qui va me permettre en fait de travailler soit sur des résidus de la culture précédente, soit travailler directement sur les couverts. On n'a pas à travailler les sols. Donc, on réduit complètement l'érosion des sols. On préserve la vie microbienne des sols. Et ça permet aussi de gagner en charge de carburant et en charge de travail, puisque ça évite un passage supplémentaire avant le semoir d'outils de travail de sol. Donc ça, c'est la première idée. Et ma deuxième idée, ce serait de développer mes surfaces de couvert d'interculture, quasiment sur la totalité de mon exploitation, en mettant des couverts d'interculture courts. Donc même sur des blés, par exemple. Donc, je récolte mon blé en juillet et avant le semis de mon précédent blé en septembre, de mon futur blé en septembre, je mettrai un couvert d'interculture. Voilà. Très clair, merci beaucoup. Du coup, il nous reste 10 minutes. Je Moi, vous si je peux me laisse. permettre, je veux bien Ouais, répondre à la question de vas-y, Julien dans le chat. Alors, j'avais commencé à l'écrire et puis en fait, c'est un peu long. Concernant la vigne et la viticulture, vas-y, euh, vas-y. en fait, oui, oui, le problème avec la viticulture, c'est pas que, comment dire ça, c'est pas qu'on veut pas ou etc. C'est qu'en fait, on aurait du mal à faire du crédit carbone avec la viticulture et avoir quelque chose d'impactant. Un, parce que les surfaces, elles sont assez petites et du coup, quand on est à 40 euros par hectare de moyenne de rémunération, si on est sur des SAU de 3-4 hectares, chez certains vignobles, on serait à une rémunération allez, à 200 euros par an. Donc, est-ce que les viticulteurs seraient motivés pour le faire? Il y a aussi une question des leviers à mobiliser en viticulture, à part des leviers de couverts intra-rang ou inter-rang pour aller justement chercher un peu plus de biomasse autour de la vigne. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de leviers. Ça, c'est pas ce que moi je pense, c'est ce que je dis, c'est ce que nous donnent les instituts techniques comme réponse à pourquoi il n'y a pas de méthode viticulture. Je pense que Grégoire et moi-même, chez César, on serait très heureux de pouvoir accompagner des viticulteurs, surtout que c'est une filière qui est assez bien organisée, mais on n'arrive pas à trouver des gains et donc une rentabilité à créer une méthodologie là-dessus. Et concernant la partie phyto ou la partie pesticide, ce sont des indicateurs qui sont mesurés, mais en fait qui ont un très faible impact d'un point de vue carbone. Donc c'est un autre sujet. En effet, c'est sur la partie des fongicides, notamment chez les viticulteurs, c'est des gros consommateurs par rapport à la surface qu'ils représentent, mais ça n'a pas forcément en fait aujourd'hui de lien avec une partie carbone. Donc en fait, c'est pour ça que parfois
des méthodologies carbone, on ne peut pas en faire avec tout. Et parfois, c'est dommage, hein, mais par exemple, on n'a pas de méthode non plus porcine. On va pas avoir de méthode non plus avec les ovins aujourd'hui, parce que voilà, parfois, il peut y avoir des méthodologies, mais s'il n'y a pas de marché derrière, s'il n'y a pas d'intérêt à la fois des agriculteurs, des viticulteurs et ou des entreprises derrière de financer ce type de projet-là, la méthodologie peut exister, mais elle va vivoter et personne va se pleurer dessus, quoi. Voilà, si ça peut répondre à une partie de la question. Et ce qui est Et, important peut-être pour compléter, c'est que l'impact scientifique soit prouvé et avéré. Donc c'est dans toutes ces méthodes. Donc ce Aussi, qui est intéressant, c'est que pour développer une méthode, c'est soumis à enquête publique. Il y a les instituts techniques dont parlait Étienne qui vont vérifier les hypothèses. Et donc, dans certains cas de figure, il n'y a pas toujours un consensus sur les leviers à appliquer en fonction des secteurs. Et effectivement, sur la vigne, ce sujet dont tu parlais, phytosanitaire, mais qui a plus un sujet de biodiversité ou de pollution qu'un sujet exactement. de gaz à effet de serre, contrairement aux engrais, enfin, qui fait les deux, mais qui est un gros sujet gaz à effet de serre à cause du gaz et surtout du protoxyde d'azote. et on est d'accord qu'on parle exclusivement du cadre du label bas carbone, là. Qu'il y On a parle pour les secteurs, potentiellement Oui, mais ouais. chez Vera ou d'autres cadres internationaux existants des méthodologies en lien avec Ouais, mais ces attention, dans différents. le label bas carbone, on suit l'IFT des projets parce qu'en effet, Mm. si on voit qu'un projet pour aller chercher, mais enfin, je vois pas dans quel monde ça pourrait exister, mais si on avait un projet, par exemple, pour aller chercher du carbone, dégrader l'érosion des sols, la pression phyto sur les cultures, etc., le projet, il faut pas le porter, il faut pas le pousser parce qu'on voit que tout se dégrade sauf le carbone. Après, peut-être que c'est bien fait, mais généralement, quand on va chercher des projets bas carbone, ça pousse vers le haut ces indicateurs-là, que plus ça les dégrade, hein. Bien sûr. N'hésitez pas du coup à poser les questions parce qu'il nous reste 7 minutes exactement et je vais reprendre la question. J'ai vu une question je vais la retrouver, de Lola dans le chat. Si ça veut arrêter de bugger. Alors, qui était par rapport justement à la séquestration. Je vais y arriver, hein. Par rapport à la séquestration carbone, il me semble que l'on peut stocker une quantité additionnelle lorsqu'on met en place certaines pratiques. Mais dès lors qu'elles sont arrêtées, le stockage de carbone dans les sols revient à un niveau originel. Comment on gère ce cas-là, notamment sur cette captation de carbone, notamment dans le cadre, par exemple, où on change de propriétaire et les pratiques sont changées radicalement au bout d'un certain nombre d'années. ouais. Tu y aller, Grégoire, quand tu veux. Ouais, n'hésite pas à compléter si besoin. Effectivement, c'est un vrai sujet, ce qui fait que déjà dans les mécanismes, dans la méthode de calcul, il y a des rabais qui sont appliqués pour un risque éventuel de non-permanence. Si les pratiques en question s'arrêtent, ou si on revient en arrière, oui, il y a un risque de déstockage de ce carbone. Donc il y a des rabais qui sont appliqués dans les diagnostics, dans les calculs, qui sont de l'ordre, enfin tout dépend, mais de l'ordre de 20%. Et donc l'idée, c'est qu'en cas de renouvellement du projet pour 5 années supplémentaires, on puisse débloquer ce rabais sur le nombre de crédits carbone pour garantir que le projet n'ait pas lieu que sur 5 ans, mais potentiellement sur 10 ans. L'autre point, c'est que finalement, on a parlé du coût de la transition. Et en fait, c'est un peu dommage de faire demi-tour une fois qu'on a réussi à amortir ce coût. C'est-à-dire que, vraiment, ça a mentionné le coût de l'achat d'un semoir de semi-direct, par exemple. Ce serait un peu dommage de repasser au labour, de ressortir la charrue après avoir mis 70 000 euros dans un semoir de semi-direct et d'avoir réussi du coup à amortir cet investissement et revenir en arrière. C'est-à-dire que finalement, le retour sur investissement a lieu plutôt après. Pareil sur l'adaptation au changement climatique, donc le fait de mieux séquestrer l'eau, le fait d'avoir diversifié les cultures et donc d'avoir une ferme finalement plus résiliente, plus autonome. Vous dépendez un peu moins du cours du blé si vous avez développé d'autres cultures. Cette année, par exemple, nous, nos agriculteurs, qui ont fait pas mal de soja, s'en sont très bien sortis par rapport à dans les années précédentes où ils faisaient plus de blé à cause des problèmes de rendement en blé cette année liés à la pluie. Donc finalement, ce qui est le plus dur pour un agriculteur, c'est ces fameuses 5 premières années. Une fois que cette transition a été effectuée, ça devient presque intéressant et agronomiquement et économiquement d'avoir fait cette transition. Donc le retour en arrière n'a pas beaucoup d'intérêt en soi. Ce pourquoi il y a quand même ce système de rabais, mais il y a peu de risques de retour en arrière pour l'agriculteur. Et à quoi je rajouterais que quand on fait une simulation de carbone dans le sol, on regarde à l'horizon 100 ans. Donc après, oui, on est petit, nous, on s'arrête sur 5 ans, mais quand on fait une projection du carbone, on le projette sur 100 ans. Et le sol, c'est un équilibre. Donc en fait, à 100 ans, à un moment donné, les courbes convergent, hein. On ne peut pas
avoir un stock carbone qui va augmenter de façon exponentielle pendant 1000 ans. Mais le but du jeu, en fait, c'est de rehausser toute cette matière organique, tout ce C organique dans les sols, parce qu'aujourd'hui, c'est sur des sols qui avaient plutôt tendance à perdre en carbone. Et donc, en fait, déjà, le delta de les faire remonter d'un point de vue carbone, ça permet justement de séquestrer davantage de CO2, d'avoir ce rôle de pompe à carbone qui sont encore plus forts chez les agriculteurs. Donc, déjà, les relever, les faire changer même parfois de dynamique, hein. On peut avoir une dynamique qui passe de déstockante à stockante chez les agriculteurs. Et ben là, ça a un vrai intérêt. Après, au bout des 5 ans, donc, comme l'a dit Grégoire, il y a des rabais. Mais il y a aussi d'un point de vue conception d'un agriculteur pour se dans un projet, si on commence à lui dire votre projet il est avec nous pendant 30 ans, les agriculteurs, ils vont pas le comprendre. C'est même parfois, même on voit ça sur de la forêt. Moi, je trouve ça très lourd d'engager des projets sur 30 ans. Alors, sur la forêt, c'est parce qu'il y a d'autres problématiques. Mais par exemple, un couvercle que Armel va mettre en place au mois de juillet ou qu'elle a mis en place au mois d'août, aujourd'hui, on peut déjà le mesurer et le quantifier. En fait, c'est des mini-forêts qui sont plutôt, en effet, comment dire, qui vont se biodégradables, mais qui vont repousser tous les ans, tous les ans, tous les ans. Donc, en fait, on est beaucoup plus souple, agile avec l'agriculture qu'avec la partie forêt, quoi. Très bien, merci beaucoup. J'ai deux petites questions du coup auxquelles je vais répondre qui sont pour Fèvre et ensuite je vous redonne la parole. Alors, Fèvre recommande-t-il aux repreneurs qui l'accompagnent de s'inscrire dans les parcours de crédit carbone? Donc on force pas, oui, on accompagne, on propose justement aux agriculteurs qu'on accompagne de participer à ces programmes dans le cadre du label bas carbone. Et à titre d'exemple, aujourd'hui, on a 4 projets avec 4 agriculteurs avec qui on travaille qui sont encadrés avec Sisfarm et Risol. Donc oui. Et sur la question de est-ce que toutes les fermes que fait finance sont bio et du mal avec l'agroécologie qui est parfois fourre-tout, c'est vrai. Justement, le petit laïus que vous avez écrit là en commentaire, donc nous, on a une charte agroécologique qui prend plusieurs pendants justement pour préciser ce qu'on entend nous par agroécologie. Et il y a un socle commun qui est forcément l'agriculture biologique. Donc on installe exclusivement en agriculture biologique aujourd'hui pour que ce soit facilement identifiable. Euh, et sinon, vous pouvez vous référer à la charte qui est sur notre site internet. Ensuite, j'avais une autre question qui était un peu au-dessus. Et peut-être Euh, dire que Armand, c'est pas dans un programme Fèvre, hein. Peut-être que c'est ça aussi la oui, confusion. bien sûr. Voilà. Carrément, justement, les programmes faits, ils sont très récents. Avant, c'était un peu plus avancé dans les Ouais, c'est programmes. pour On ça. préfère avoir un retour d'expérience un peu plus mature, on va dire. Guillaume qui pose la question, quel rôle jouent les crédits carbone dans le financement d'équipements à acquérir pour changer de pratique, voire dans le financement de pertes liées à la mise en revue d'équipements inadaptés? Ou bien les crédits carbone sont-ils limités au financement de semences supplémentaires, changement d'assolement, plantation de haies, comme Armance le décrivait? En fait, le crédit carbone, il va récompenser, il va rémunérer une amélioration de pratique, quelle qu'elle soit, et il va rémunérer finalement l'indicateur, ça va être la tonne de CO2. Ce qui fait que derrière, ça peut financer tous les usages qui permettent d'obtenir cette amélioration. Donc ça peut être de l'équipement, ça peut être donc du CAPEX, ça peut être de l'OPEX quand on se parle de coûts de semences. Donc en fait, ça peut vraiment tout rémunérer. Ça rémunère un résultat obtenu qui est l'amélioration du bilan carbone global de la ferme. Petite question qui est destinée à Resoil. Alors, je ne sais pas si ce sera l'équivalent à Sysfarm, mais quel outil de calcul utilise Resoil pour faire ses bilans label bas carbone d'une exploitation agricole? C'est une très bonne question. Au début, nous utilisions un outil, certifié par un prestataire et notamment nous avons utilisé l'outil de Sysfarm à un moment donné, et un autre prestataire, et nous avons depuis cette année développé notre propre outil, certifié conforme. Donc pour qu'un outil soit valable, puis Sysfarm comme le nôtre, qu'on a développé cette année, doit être audité par un auditeur indépendant, pour qu'il soit certifié conforme à la méthode en question du label bas carbone, en l'occurrence là, la méthode grande culture. Donc voilà, donc on a notre outil interne qu'on a fait développer par notre équipe tech pour faire les diagnostics carbone, qui s'appelle Resoil Carbon Monitoring, si vous voulez le nom. Très clair, merci beaucoup. Et je crois qu'on n'a plus de questions et qu'il est l'heure de toute façon. Donc je vais clôturer ce webinaire. Je vous remercie à tous, notamment à nos 3 invités et à tous les spectateurs de nous avoir rejoints et d'avoir écouté ce webinaire.
Si vous avez besoin de plus d'informations, si vous souhaitez faire contribuer votre entreprise, etc., n'hésitez pas à nous contacter. Et je vous souhaite à tous une agréable journée. Merci à Salut. tous. Et à Bonne journée. tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.